Notre invité en plateau, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, professeur à Sciences Po. Alors, on vient d'entendre Bonjour, tout d'abord, bien évidemment. On vient d'entendre les objectifs que s'est fixé la Belgique en tant que présidente du Conseil de l'Union européenne. Alors, il y a 3 grands axes, si j'ai bien compris. Il y a le pacte migratoire, il y a concilier le climat et l'écologie, ça a été dit brièvement. Il y a aussi, surtout, fonctionner mieux à 27 avant de s'élargir. Vous êtes d'accord avec cette feuille de route? Ce sont les priorités? Ce sont des priorités, je dirais, de l'Union européenne de façon générale. Il ne faut pas surestimer une présidence d'un pays. C'est important. C'est quoi la principale responsabilité de la présidence d'un pays? C'est de faire avancer concrètement et de façon assez humble les dossiers législatifs en cours. Ce n'est pas d'avoir de grandes réflexions sur le devenir de l'Europe, parce que je rappellerai à vos auditeurs et téléspectateurs qu'il existe un Conseil européen et un président permanent, Charles Michel, qui va quitter ses fonctions et qui est là pour ordonner l'agenda de l'Union européenne, avoir des grandes réflexions stratégiques. Le rôle d'une présidence de 6 mois, c'est important, c'est de faire avancer pas à pas les dossiers législatifs, car le Conseil des ministres est co-législateur avec le Parlement européen. Pour être très concret, par exemple, eh bien, il y a le pacte asile-immigration. Il y a eu, il y a un mois à peu près, un accord de principe. Mais il faut que ce pacte asile-immigration, qui va permettre de contrôler les frontières, qui va permettre de répartir dans l'Europe l'ensemble des migrants, doit être formellement voté à la fois par le Conseil des ministres et le Parlement européen. Ça, c'est important. En matière d'environnement, de décarbonation, par exemple, des transports, eh bien, on peut faire avancer des projets de directives. Et c'est cela, hein, au final, la responsabilité d'un État. Ça ne dure pas très longtemps. Il faut aussi expliquer qu'en réalité, c'est pas en 6 mois que vous pouvez véritablement faire bouger les lignes. Sous l'impulsion belge, oui, on peut espérer que les dossiers avancent. Par contre, après, ce sera la Hongrie qui prendra le relais. Et là, avec un Viktor Orban eurosceptique tel qu'il se montre, on peut craindre, du coup, selon votre analyse, que les choses ne refassent marche arrière. Oui, non, mais ça va être extrêmement difficile. Il faut savoir une chose, c'est que l'Europe, cette présidence, ça fonctionne selon le système de la Troïka. On a eu l'Espagne qui a travaillé avec la Belgique, qui va travailler avec la Hongrie. Donc, évidemment, on verra ce que c'est que la Hongrie. Tout le monde est inquiet compte tenu des positions de Viktor Orban, par exemple, sur le cadre financier pluriannuel. Ça, c'est important. Sur la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on sait que Orban est contre. Et la présidence a mis comme priorité, la présidence belge, la défense de l'état de droit. Et on sait que cet état de droit est mal en point en Hongrie. Donc, effectivement, ça met en relief l'importance de cette présidence belge. Premièrement, cela a été dit, parce que la Belgique, qui est un État fondateur de l'Union européenne, est quelqu'un qui peut apporter des compromis importants. Oui, Ursula von der Leyen, d'ailleurs, a souligné l'importance de la Belgique, effectivement, dans la construction européenne. Et le Premier ministre belge a fait part de son inquiétude face à la relative solitude de l'Europe, je le cite, dans un monde à couteau tiré. Est-ce que, dans le contexte international actuel, est-ce que l'Union européenne, les 27, ont conscience que c'est peut-être aussi l'occasion pour elle de devenir l'Europe puissance tel que le défend la Commission von der Leyen? Oui, l'Europe puissance, c'est effectivement un objectif, mais au long cours. Ça ne peut pas se faire en 6 mois. C'est l'ensemble des acteurs qui doivent se mobiliser pour permettre à l'Europe d'être véritablement une puissance écoutée. Mais pourquoi parle-t-on davantage toujours d'un Anthony Blinken qui part en tournée au Moyen-Orient et non pas d'un Joseph Borrell? Alors on le mentionne sur TV5 Monde, mais les médias en parlent moins. Il n'a pas la même aura alors qu'il représente la diplomatie des 27 par rapport à un chef de la diplomatie américaine. Mais rappelez-vous la réflexion d'Henry Kissinger, qui fut le secrétaire d'État de Nixon. Il disait Bruxelles, quel numéro de téléphone? Bon, c'est encore vrai. On a évolué depuis quand même. On a évolué. Il y a une tentative de faire effectivement, d'avoir une vision commune de l'action extérieure, mais il n'en demeure pas moins que l'Europe n'a pas véritablement de compétences en matière de politique étrangère. Et de surcroît, elle est partagée entre le Conseil européen et le vice-président de la Commission européenne. Il faut savoir que M. Borrell, que vous citez, est à la fois donc haut représentant pour l'Union européenne pour les affaires étrangères, mais également vice-président de facto de la Commission européenne. Donc il y a un problème de visibilité. Il y a besoin de réforme aussi. Absolument. Et c'est ce que dit la présidence belge. Il faut réformer cette Europe. Il faut faciliter la représentation extérieure. Et de surcroît, on a dit qu'il y avait eu une concurrence malsaine entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Charles Michel, le président du Conseil européen. Tout cela n'est pas très visible. Mais l'Europe progresse sur la voie d'une meilleure visibilité. Vous parliez de M. Borrell. Il est en tournée actuellement au Proche-Orient pour montrer quelle doit être la vision on en parle moins, même si on en parle sur notre antenne. Un mot des élections européennes dans le contexte, là encore actuel, de pousser des partis extrémistes. Que doit faire l'Europe pour convaincre les Européens d'aller aux urnes et surtout de les réconcilier avec peut-être une entité dont ils ont une image négative?
Oui, disons que l'Europe, les électeurs ont la sensation que l'Europe est éloignée, pas assez près du terrain. Il faut absolument, et on voyait les représentants de la Commission européenne à Bruxelles, à Paris exactement, il faut montrer que l'Europe, c'est du concret pour les citoyens. En matière d'environnement, on vote des directives. En matière de protection, par exemple, des jouets pour les enfants, on vote des directives. Tout ça, c'est très, très concret. Mais lorsqu'on se présente aux élections, beaucoup de gens vont vous dire, ça sert à quoi le Parlement européen? On n'en a strictement aucune idée. Donc il faut montrer qu'il y a une action très importante, montrer aussi que, puisque la thématique migratoire va être très importante, que l'Europe tente de protéger les frontières et qu'elle répond aux préoccupations des peuples et qu'il ne faut donc pas céder aux sirènes nationalistes et populistes. Il nous reste quelques secondes. La France et l'Europe a rendu un hommage appuyé et très beau à l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui s'est éteint fin décembre. Quelle est cette flamme qui animait ce véritable architecte de l'Europe et qui se serait éteinte aujourd'hui? Eh bien, c'est quelqu'un qui avait la foi européenne chevillée au corps. C'était quelqu'un qui voulait une Europe solidaire, sociale. C'était quelqu'un de généreux qui pensait que l'Europe devait avant tout servir naturellement l'intérêt de ses concitoyens de façon tout à fait généreuse, protéger les citoyens et surtout avoir une vision politique à long terme de l'Europe qui lui permette, comme vous avez dit, d'être à terme une Europe puissance.